3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Comme d'habitude, je commence avec mon meilleur merci, celui qui vient du fond du cœur, spécial dédicace à mes tipeurs. Big up à tous ceux qui ont donné et encore plus à tous ceux qui continuent de le faire. Car ouais, ce combat que je mène, il est sur la durée, c'est un marathon, et si je suis encore en course, c'est grâce à vous. Alors si vous aussi, vous voulez vous impliquer dans le développement et la survie de la chaîne, vous le savez, c'est en description que ça se passe. Comment ne pas craquer avec un regard comme ça? Mais bref, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un coast to coast. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'ai fait mon top 100 all-time. Ça m'avait demandé un taf de ouf, mais j'avais grave kiffé. Par contre, certaines places avaient fait réagir, et quand je dis réagir, le mot est faible. Ah, je me rappelle, t'avais découvert pas mal de noms d'oiseaux à l'époque. Ah ça, j'ai eu beau argumenter mes choix, expliquer que c'était subjectif, que ce n'était que ma vision. Ça n'y a rien fait. Tout le monde en a pris pour son grade, y compris ma pauvre petite maman qui n'avait rien demandé. Oh Guillaume, laisse-moi tranquille un peu. Oups, pardon, c'est pas ma faute. Et là, j'espère clairement que ça va pas recommencer parce que le sujet que j'aborde aujourd'hui est tendancieux. Il concerne LeBron James qui était au cœur de la plupart des polémiques. Alors c'est clair, le King divise, certains l'adorent à en crever et lui vouent un culte sans nom, d'autres le détestent, le descendent et en parlent comme si c'était le pire imposteur de l'histoire de la NBA. C'est dommage quand même qu'il n'y ait pas de juste milieu entre les deux. D'un côté, je trouve ça passionnant, toutes les réactions qu'il peut générer, mais d'un autre côté, je trouve ça complètement ouf que certains puissent en faire une affaire si personnelle. Ouais, en gros, que ce soit dans le bien ou dans le mal, c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent. Ça, tu l'as dit, Bouffi. Quoi qu'il arrive, les Lakers font partie des 4 équipes encore en course pour remporter le titre 2020. Dans ma vidéo sur mes prédictions de la bulle, j'avais même fait de la team de Frank Vogel mes favoris. Et là, je dois avouer que même si les or et pourpres ne représentent pas mon équipe de cœur, mon pronostic n'a pas changé. Peut-être que je me trompe, parce que les Nuggets notamment sont costauds, mais je pense qu'à ce jour, les Lakers sont toujours l'équipe la mieux placée pour remporter le trophée Larry O'Brien en 2020. Ensuite, soyons honnêtes, si ça a lieu, il y a de grandes chances que LeBron James remporte le trophée de MVP des finales. Il deviendrait alors le seul gars de l'histoire à avoir remporté ce trophée dans 3 équipes différentes. C'est pas un truc de ouf? Moi, je trouve que si, un tel accomplissement pèsera forcément. Avant peut-être que Kawhi puisse faire la même chose, mais pour l'instant il a choqué. Mais bref, dans cette vidéo, d'abord on va reparler un peu de la carrière de LeBron James, ça permettra de resituer le contexte. Je vais ensuite évoquer tout ce qu'il a pu faire au niveau des critères qui me semblent primordiaux pour parler du GOAT. À ça, vu que mon but c'est d'essayer de voir s'il est dans la course, je rajouterai l'hypothétique titre de 2020 et le trophée de MVP des finales. L'objectif sera de comparer tous ces éléments à ce qu'ont accompli les deux joueurs qui pour moi sont ses deux principaux concurrents, Michael Jordan et Kareem Abdul-Jabbar. Et la question est là, si LeBron James réalise en 2020 tout ce que j'attends de lui, peut-il mettre fin à tout débat? Alors c'est parti, partons dans un monde pour l'instant virtuel où les Lakers remportent le 17ème titre de leur histoire et où le King est élu MVP des finales pour la 4ème fois de sa carrière. Imaginer tout ça me permettra de répondre à ma question du jour. LeBron James est-il en course pour devenir le GOAT universel? Alors la carrière du King, vous la connaissez, mais ce serait quand même dommage de ne pas revenir sur ses principaux faits d'armes. Depuis qu'il a 14 ans, LeBron est considéré comme l'élu, le chosen one, un mec au physique absolu, avec un talent de fou et un QI basket hors du commun, voué à révolutionner le basket. Alors qu'il est drafté en 2003 avec le premier choix sans passer par la case université, le destin fait bien les choses. James débarque à Cleveland, la franchise de l'Ohio dont il est originaire et qui jusque-là n'a jamais remporté un seul titre en NBA. Du coup, j'imagine le gars était attendu comme le sauveur. Oh ça oui, et le King tient rapidement son rang. Rookie of the Year, puis All-Star dès sa saison sophomore, LeBron permet aux Cavs de remonter peu à peu la pente. Le mec fait tout, en attaque comme en défense, et l'équipe de Cleveland assure. LeBron et ses potes atteignent même les finales NBA en 2007, sauf que là, coup de balai, les Spurs leur mettent 4-0 et le King se dit qu'il doit faire encore plus. Du coup, il continue à se positionner sur tous les fronts et remporte même les trophées de MVP en 2009 et en 2010. Ah oui, c'est violent, ça a dû faire du bien au résultat collectif des Cavs. Eh bien non. Échec au deuxième tour en 2008, en finale de conférence en 2009, puis à nouveau au deuxième tour en 2010. LeBron domine tout individuellement, mais il n'arrive pas à porter son équipe jusqu'au sommet. Les critiques commencent à fuser et les médias en rajoutent une couche. LeBron commence clairement à se voir attribuer une étiquette de loser. Pourtant, qu'est-ce que c'est sévère, je trouve. Comme j'aime le dire, il est impossible de remporter un titre tout seul et regardez les coéquipiers qu'il a eu dans son début de carrière à Cleveland. Pas facile de trouver des grands noms. Se sont relayés en 7 ans Ricky Davis, Zydrunas Ilgauskas, Larry Hughes, Drew Gooden, Delonte West, Mo Williams, Antawn Jamison ou encore un Shaquille O'Neal de 37 ans pas loin d'être cramé. Alors ok, il y a pire, mais il y a aussi beaucoup mieux et quand ton objectif c'est d'aller remporter un titre, ça fait vraiment pas rêver. Le mec était genre tout seul sur le terrain.
C'est donc en 2010 que LeBron prit une décision qui fit polémique, rejoindre Dwayne Wade et Chris Bosh à Miami et tout tenter pour se détacher de cette image de loser. Bah il veut gagner, il a compris que pour ça il fallait être bien entouré, il a le droit de changer d'équipe, non? Bien sûr qu'il a le droit, je ne suis personne pour juger, mais plus que le fond, c'est la forme qui m'a dérangé. Déjà difficile pour les supporters de Cleveland de ne pas vivre ça comme une trahison, voir l'enfant du pays faire sciemment ses valises, ça a créé de la frustration. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a le plus choqué. Faire son annonce en direct à la télé dans une émission nommée The Decision, puis parader avec ses nouveaux coéquipiers en affirmant qu'à South Beach les titres s'enchaîneraient, j'ai trouvé que ça manquait de tact. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6. Surtout que là, la première saison n'est pas vraiment simple. Bah ouais, Flash a déjà remporté un titre avec Miami en 2006. Il avait été MVP des finales, LeBron ne peut pas arriver comme ça et prétendre être le boss. Du coup, malgré la puissance de feu que détient la team, l'alchimie n'est pas au top et le début de la saison inquiète. 9 victoires pour 8 défaites pour commencer, ce n'est pas digne d'une équipe qui vise le titre. Et encore moins digne d'une équipe qui prétend qu'elle va enchaîner les bagues dans les années à venir. C'est à ce moment-là que les joueurs font une réunion de crise, la hiérarchie se définit et enfin la win commence à arriver. C'est ainsi que le Heat arrive en finale face aux Mavericks, mène 2 victoires à 1, mais finit par s'écrouler en 6 matchs. Nouvelle défaite pour LeBron, ça a dû en faire jubiler certains, ça. Ah ça c'est clair. LeBron est un loser, il ne gagnera jamais, il choque constamment dans les moments importants, bla bla bla. Mais après je peux quand même comprendre ce sentiment à ce moment-là quand on voit que le King n'a marqué que 18 points de moyenne sur la finale contre 27 en saison. Les mauvaises langues avaient l'occasion de se lâcher là. Vous imaginez, après tout ce qui venait de se passer, il n'en fallait pas moins pour ajouter de l'eau à leur moulin. Mais c'est après que la légende se met en marche. Les saisons 2012 et 2013 seront à marquer d'une croix blanche dans la carrière du King, qui plus que jamais méritait ce surnom. Le gars termine à chaque fois champion NBA, MVP et MVP des finales. Boum. Les haters sont toujours là, mais on les entend beaucoup moins, et le mot loser a complètement disparu du champ lexical de LeBron James. Même la défaite du Heat en finale en 2014 face à des Spurs hyper revanchards ne fera pas polémique, c'est plutôt normal. Par contre là, après cette série perdue, le contrat de LeBron à Miami touche à sa fin. 4 finales jouées en autant d'années, 2 titres remportés, le contrat est rempli, la carrière du natif de l'Ohio a pris une autre tournure. De son côté, un peu plus loin, Cleveland semble pouvoir sortir enfin un peu la tête de l'eau. Et oui, parce que même s'ils sont au fond du gouffre, il y a un petit jeune qui se développe là, du nom de Kyrie Irving, et qui commence à faire parler de lui dans toute la ligue. Le gamin a un handle de ouf, de grosses qualités de scoreur, et en à peine 3 saisons, il a prouvé qu'il pouvait tourner à plus de 20 points et 6 passes, intéressant. D'autant plus qu'en parallèle, les Cavs disposent une nouvelle fois du first pick de la draft. Ils font alors venir la pépite canadienne Andrew Wiggins, le gosse qui peut-être hypé le plus les scouts depuis LeBron James. Le potentiel est désormais là à Cleveland, c'est plutôt certain, et ça suffit pour faire revenir le King. Maintenant qu'il a appris à gagner, à lui de ramener un titre à la maison. C'est ainsi que 4 ans après, devant des fans prêts à tout pardonner, l'enfant prodigue effectue son grand retour dans l'Ohio. Sauf que là, pour lui, hors de question de se la jouer babysitter. LeBron veut continuer à gagner, et s'il revient à Cleveland, ce n'est pas du tout dans l'optique de former Andrew Wiggins. Dommage parce que vu la suite de sa carrière, ça lui aurait peut-être fait du bien aux Canadiens. Là-dessus t'as pas tort, mais on n'est pas là pour parler de ça. Avant le début de la saison, James met la pression aux dirigeants. L'objectif, pousser Wiggins vers la sortie pour pouvoir attirer Kevin Love. Et vu qu'il est impossible de refuser quoi que ce soit au roi, le front office s'exécute. L'ailier fort arrive à Cleveland et l'effet est immédiat. Les Cavs accèdent tout de suite au final NBA, mais là rien à faire. Irving et Love se sont blessés, les Warriors sont en pleine ascension, LeBron se retrouve seul, fait tout ce qu'il peut, tourne à 36 points de moyenne, mais c'est trop peu. Cleveland s'incline 4-2 et échoue une nouvelle fois aux portes du titre. La saison suivante commence, et plus le temps passe, et plus la place de David Blatt au coaching est remise en question. Même si je n'étais pas là pour vérifier, les rumeurs affirmaient que LeBron n'en voulait pas de ce gars. Il préférait un mec qui connaissait vraiment le terrain, un ancien joueur NBA si possible, et ça tombait plutôt bien parce que parmi les assistants principaux se trouvait Tyronn Lue. Comme je l'ai déjà dit, difficile de refuser une revendication du roi, surtout dans ce contexte-là. I am the king. En janvier 2016, malgré un bilan de 30 victoires pour 11 défaites, Blatt est remercié et Lue est promu. Encore une fois, l'effet est immédiat. Les Cavs vont jusqu'en finale pour affronter les Warriors, qui avec une campagne à 73 victoires venaient de réaliser la meilleure saison de toute l'histoire de la NBA. Le récit ensuite, vous le connaissez. Face à cette team historique, les Cavs réussirent pour la première fois de l'histoire à remonter un 3-1 en finale pour enfin s'accaparer le titre. Cleveland! This is for you! C'est fait. Avec le premier titre NBA de l'histoire de la ville, l'élu avait rempli son contrat. Oublié de Decision et le départ à Miami, LeBron était redevenu l'idole de tout l'Ohio. Là, pour la suite, à Cleveland, par contre, je vais faire ça vite. Lors de l'été 2016, les Warriors signent Kevin Durant, et même si LeBron et ses Cavs accéderont encore au final en 2017 et en 2018, jamais ils ne réussirent à nouveau à aller jusqu'au bout. En même temps, face à cette super team des Warriors, je comprends que c'était compliqué. Mais attends, ça fait combien de finales consécutives là pour LeBron? 8 de suite, c'est fou, non? Quoi qu'il en soit, à Cleveland, avec
avec le titre en 2016, le taf était fait, le blason était redoré. LeBron, sur les 8 ans qui ont suivi son départ de Cleveland, a réussi à faire taire les haters, et même s'ils existent encore aujourd'hui, ils sont quand même beaucoup plus dans l'ombre. Chut, silence. Il ne faut pas les réveiller. Alors en 2008, quand son contrat avec les Cavs se termine, LeBron suit ses instincts, ses envies, mais est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Du coup, ce qu'il tente, c'est Hollywood, en mode businessman. Car ouais, Los Angeles pouvait lui offrir tout ce dont il avait besoin. Le basket, bien évidemment, mais aussi le cadre de vie pour la famille, les grandes écoles pour les enfants, la météo, les affaires, le cinéma, tout quoi. Alors c'est clair que sa première saison fut difficile, avec une blessure à Noël, puis une absence lors des playoffs, une première depuis quasiment 15 ans. Sauf que l'été dernier, LeBron s'est remis en forme, Anthony Davis est arrivé, une team cohérente a été construite, et aujourd'hui, en finale de conférence, les Lakers s'affichent comme mes favoris pour obtenir le titre. Il y a eu du step-up quand même, et ce qu'on voit là, c'est qu'à 35 ans, LeBron James est clairement encore en course pour améliorer sa légende. Ok, je comprends, il y a une très belle carrière jusque-là, il y a du potentiel pour la suite, mais là j'aurais besoin que tu résumes tous les éléments qui peuvent montrer qu'il est le GOAT ou non. Yes, bien sûr. Alors déjà, comme si les bookmakers le parient, les Lakers sont champions et que le King termine meilleur joueur de la série finale, LeBron aura 4 bagues et 4 trophées de FMVP. Déjà, ça pèse. Ajoutez à ça 3 trophées de MVP de la saison, 16 sélections All-Star, 3 MVP du All-Star Game, mais aussi 16 sélections All-NBA, 6 All-Defensive Team et un trophée de Rookie of the Year. Là, on a un client, non? Pour finir, le mec a même fini meilleur scoreur de la ligue en 2008 et meilleur passeur en 2020. C'est sacrément lourd et on verra tout à l'heure si ça suffit. Ensuite, je pense que pour élire le GOAT, les totaux de stats en carrière sont importants. C'est un symbole de longévité, mais aussi de régularité qui est très significatif. Là encore, avec le King, ça rigole pas. Déjà, il faut savoir que LeBron est le seul joueur de toute l'histoire à avoir dépassé les 30 000 points, 9 000 rebonds et 9 000 passes. Et si tout va bien, il devrait même pouvoir atteindre la barre symbolique des 10 000 rebonds et 10 000 passes d'ici la fin de sa carrière. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le fait qu'il pourrait s'attaquer à un record encore plus symbolique, celui du nombre total de points marqués en carrière. Je vous explique tout ça avec des visuels. Aujourd'hui, LeBron James, avec 34 241 points inscrits, s'affiche à la 3ème place. Devant lui, Karl Malone, avec 36 928, et Karim Abdul-Jabbar, 38 387. Encore une fois, on va faire de la spéculation un peu. Disons qu'avec les blessures et le load management, LeBron jouera 65 matchs par saison en moyenne sur le reste de sa carrière. Ce total me semble complètement réalisable, voire même limite pessimiste. D'un autre côté, on sait que l'objectif ultime de LeBron James est de pouvoir disputer au moins une campagne en NBA dans la même ligue que son fils. Vu que Bronny est prévu pour la draft 2023, cela mènerait le King à disputer encore un minimum de 4 saisons dans la grande ligue. Du coup, maintenant, le calcul est simple. 4 x 65 égale 260, c'est le nombre de matchs approximatifs que LeBron pourrait jouer encore en NBA. Maintenant, faisons une soustraction, 38 387 moins 34 241 égale 4146. C'est le nombre de points d'écart qu'il y a entre LeBron et Cage. Maintenant, on prend ces résultats et on enchaîne. 4146 divisé par 260 égale 15,9. Allez, on arrondit à 16, c'est le nombre de points par match moyen que devra marquer LeBron pendant les 4 prochaines saisons pour devenir le meilleur scoreur all-time de la NBA. Alors après, je dis pas à 100% que ça va se faire, hein. À presque 40 ans, ce ne sera sûrement pas aisé de marquer encore 16 points par rencontre. Ceci dit, avec LeBron, on parle d'un monstre physique, et je pense que le King peut largement profiter des 2 prochaines saisons pour prendre de l'avance. Maintenant, on ne peut pas être à l'abri d'une grosse blessure ou d'une carrière écourtée, même si je ne lui souhaite pas. Mais si tout va bien, il y a fort à parier que LeBron dépasse un jour Karim. Tout ça pour dire que s'il y arrive, ce serait énorme, et ce serait un fort argument pour être le GOAT. Comme on le disait, le gars est ultra polyvalent, a fait des saisons à plus de 30 points, et a même réussi à dépasser les 10 passes décisives de moyenne cette année. Si je devais garder sa meilleure campagne d'un point de vue purement statistique, je prendrais probablement la saison 2007-2008, durant laquelle LeBron a tourné à 30 points, 7,9 rebonds et 7,2 passes de moyenne. Ça aussi c'est lourd. On comparera tout ça plus tard avec les chiffres de ses concurrents. D'accord, mais quid des records? Ça aussi c'est important pour être le GOAT. Ah, ça faisait longtemps, j'adore quand tu dis quid. Eh bien les records, parlons-en, car le King en a chopé quelques-uns, mine de rien. Il y a quelques jours déjà, le numéro 23 des Lakers est devenu le joueur le plus victorieux de l'histoire des playoffs. Sachant qu'à côté de ça, il est déjà le meilleur marqueur de l'histoire de la post-season, je trouve ça violent. Des records, il y en a d'autres, notamment des records de précocité, et je vais pas tous les lister, mais voici ceux qui me semblent le plus marquants. Pour commencer, il est le joueur avec le plus de matchs consécutifs à 10 points ou plus. La série est encore en cours, et là il en est déjà à 995. Ensuite, il est aussi le meilleur marqueur de l'histoire du All-Star Game, celui qui a le plus réalisé de triple-double dans l'histoire des finales NBA avec 8, mais aussi le seul joueur de l'histoire à avoir conclu une finale avec plus de 10 points, 10 rebonds et 10 passes de moyenne par match. C'était en 2017. Là franchement, avec tout ça, déjà on est bien. J'avoue, mais pour moi, le GOAT doit être également capable de réaliser des actions clutch. Ça dit quoi de ce côté-là? Pour ça, si tu veux des détails, je te conseille la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours sur les plus belles actions clutch de l'histoire de la NBA, selon moi. Mais en gros, déjà, forcément, on pense à 2 blocs en 2016, qui est une action mythique, mais y a pas que ça. Le triple qu'il met face au Magic avec la planche en 2009 vaut également son pesant de cacahuètes. Pour moi, ces 2 trucs-là représentent les 2 actions les plus iconiques. Après, je me rappelle d'un shoot hyper clutch en 2018 face aux Pacers au Game 5 du premier tour, mais aussi de plusieurs actions clutch dans l'overtime en 2007 face aux Pistons. Après, je ne vais pas faire toute la liste, hein, mais il y a aussi un shoot
shoot face aux Bulls en 2015 qui est plutôt cool et un lay-up en mode game winner face aux Pacers encore dont je me rappelle plutôt bien. Bref, y a pas à bégayer, tu voulais des actions clutch, je t'en donne. I take that. Mais après, c'est pas tout, on pourrait parler de plusieurs autres choses. Certains pourraient lui reprocher son manque de stabilité à travers sa carrière et ses nombreux changements d'équipe. Moi je comprends, je suis un grand partisan des mecs qui font toute leur carrière dans la même team. Mais vous imaginez ce qu'il va se passer s'il gagne encore le titre cette année? 3 titres sous 3 maillots différents, à chaque fois avec des nouveaux coachs, vous imaginez l'adaptation que ça demande? Jamais ça n'a été fait dans l'histoire de la NBA par un autre franchise player. Robert Horry et John Salley ont déjà gagné 3 titres sous 3 maillots différents, mais c'est quand même pas le même statut de joueur que LeBron. Mais peu importe, parce que déjà on n'en est pas là, LeBron ne l'a pas remporté encore son 4e titre, mais aussi parce que selon moi, être le GOAT, ça doit dépasser le simple cadre du basket. Oui, à mon sens, pour être le GOAT, il faut avoir une vraie influence socio-culturelle, être une icône mondiale, être reconnu parmi tous, mais aussi avoir un certain activisme au niveau politique. Et vous n'allez pas me croire, LeBron a tout ça. En plus d'être ultra bankable, il est un mec qui s'est investi, bougé pour ses concitoyens, en ouvrant l'école High Promise pour les jeunes défavorisés, ou encore en prenant parti pleinement dans la cause Black Lives Matter dernièrement. L'influence sociale et l'activisme politique, il les a. Bon, mais là, je crois que je vais plus du tout arriver à te titiller. Il a tout ton gars pour être le GOAT, non? A priori, c'est clair, mais pour en être sûr, je vais le comparer à ses 2 principaux concurrents dans tous les critères que l'on a déjà évoqués jusque-là. Pour ça, j'ai fait un tableau regroupant les 12 domaines qui pour moi sont essentiels pour être le GOAT. Alors on va essayer de le remplir ensemble en donnant pour chaque ligne et pour chaque joueur une note allant de 1 à 3. On commence par les titres et là c'est facile. Karim et Michael en ont 6 et LeBron, même s'il gagne cette année, n'en aura que 4. Je mets donc 3 étoiles à Michael et à Karim et j'en mets disons 2 à LeBron et je suis plutôt gentil. Viennent maintenant les awards. Si LeBron en possède une liste longue comme le bras, il me semble en dessous. Parce que oui, écoutez bien. Sur les trophées de MVP, LeBron est à 4, Michael à 5, Karim à 6. Si James a fini une fois meilleur passeur et meilleur marqueur, Michael a fini 10 fois meilleur scoreur et 3 fois meilleur intercepteur. Karim, lui, c'est 2 fois meilleur scoreur, 4 fois meilleur contreur et 1 fois meilleur rebondeur. Ajoutons à ça que Michael Jordan a été élu DPOY en 1988 et qu'il a fait 9 defensive teams. Bon, Karim de son côté, il n'a jamais fini DPOY, mais à sa décharge, le trophée n'est apparu qu'en 1982. En contrepartie, il a quand même fait 11 defensive teams. LeBron, lui, dans ce domaine, n'en est qu'à 6. Désolé, mais je trouve ça plus léger. Je mets donc 3 étoiles à Cage, 2 à Jordan et 1 à James dans ce domaine. Comparons désormais les meilleures saisons de chacun. Pour Karim, je prends la saison 1971-1972 à 35-17-5. Pour Michael, la 1987-1988 à 33-8-8 et pour James, comme on le disait, la 2007-2008 à 38-7. Bon là, je vous le dis, je vais pas m'embêter, parce que si on prend les choses de façon plus globale, en ajoutant des choses comme la création, les pourcentages, les balles perdues, mais aussi les shoots de loin, ces 3 saisons se valent plus ou moins. Alors ok, sur les premiers chiffres, on aurait l'impression que c'est Karim qui fait la meilleure saison et LeBron la moins bonne, mais je suis pas forcément d'accord avec ça, donc on va pas chipoter, je mets 2 étoiles à chacun. Viennent maintenant les stats cumulés, c'est sûrement le premier domaine qui pêche du côté de MJ. Comme on le disait, LeBron devrait tirer la bourre prochainement à Karim pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire. Michael, lui, dans ce domaine n'est que 5ème et se situe hors course. D'un autre côté, si Karim a fait presque 2 fois moins de passes que LeBron, il a néanmoins pris quasi 2 fois plus de rebonds. Du coup, là, les deux, je les mets à égalité. 3 étoiles pour eux dans ce domaine, 1 seule pour Jordan. Pour ce qui est de la polyvalence, maintenant, il n'y a pas photo, ça va aller vite, j'ai même pas besoin d'argumenter. LeBron est le plus complet des 3, vient ensuite Michael et enfin Karim. Pour moi, il n'y a pas trop débat sur ce critère. Je donne donc mes étoiles en fonction de ça. Niveau longévité, c'est un peu pareil, on va traiter ça rapidement. Karim a fait 20 saisons dans la ligue, LeBron en est pour l'instant à 17 mais va encore augmenter, et Michael s'est arrêté à 15, dont une fortement incomplète lors de son premier comeback en 95. 3 étoiles pour Karim et LeBron, 1 seule pour Michael, ça me semble logique. Allez, on enchaîne pour les records cette fois-ci, et là c'est parlant. Si vous faites une recherche sur Wikipédia, sur la page des records NBA, le nom de Karim Abdul-Jabbar est mentionné 36 fois, celui de LeBron James 38 fois, c'est kiff-kiff, et celui de Michael Jordan 94 fois. Alors ok, tous les records n'ont pas la même valeur, mais quand même. Je mets 3 étoiles à Jordan pour cette domination écrasante et 1 seule pour ses 2 comparses. Passons maintenant aux critères clutch. Bon, déjà pour moi, Jabbar sort du débat, car jamais il n'a vraiment eu l'occasion de mettre autant de game winners que les 2 autres. Lui, il était efficace avant le money time. Comparons donc le nombre de game winners au buzzer en carrière de Michael et de LeBron. Jordan est à 9, James à 7, mais ce chiffre peut être compensé par le nombre de ses shoots mis en playoff. Cette fois-ci, c'est LeBron qui domine, 5 contre 3. Au départ, je voulais mettre les 2 hommes à égalité, mais une stat m'a convaincu du contraire. En playoff, sur les shoots pour égaliser ou passer devant dans les 24 dernières secondes d'un match, Michael affiche un pourcentage de 50%. LeBron, lui, est à 37%, la différence est flagrante. Alors le volume, ça compte bien sûr, mais l'efficacité est au moins tout autant importante. Voilà pourquoi, selon moi, dans ce domaine, Karim obtient 1 étoile, LeBron 2 et Michael 3. Arrivent ensuite 2 critères que je vais traiter ensemble, l'adversité et la valeur des coéquipiers. Là, on a vraiment des trucs qui, je le vois souvent, font débat et je dois le dire, je suis partagé. Karim à son poste a affronté des monstres comme Will Chamberlain, Bill Walton, Moses Malone, Willis Reed, Wes Unseld, Hakeem Olajuwon, Dave Cowens, Bob McAdoo et j'en passe. C'est violent. En parallèle, à ses côtés,
réalité, il a toujours eu des coéquipiers de luxe comme Oscar Robertson, Bob Dandridge, Adrian Dantley, Gail Goodrich, Magic Johnson ou encore James Worthy, ça aide. Michael Jordan, lui, c'est différent. 2 fois en affrontant les Suns de Barclay en 93 puis le Jazz de Malone en 97, MJ a battu en finale le MVP en titre, c'est fort. Par contre, d'autres bagues comme celle obtenue face à des Lakers vieillissants en 91 ou encore face à des Sonics qui paraissaient un cran en dessous en 96 sont sujettes à plus de débats. Perso, pour moi, ça a pas trop d'importance, ces titres comptent quand même. Après, faut aussi se rappeler que pendant sa carrière, Michael Jordan a dû faire face à pas mal de gars comme Magic Johnson, Larry Bird, Clyde Drexler, Dominique Wilkins, Gary Payton, Reggie Miller, mais surtout les Bad Boys de Detroit. Réaliser un three-peat est mythique, alors en réaliser 2 de suite à cette époque, ça me semble fabuleux. Maintenant, il n'était pas tout seul pour gagner ses titres non plus. Avoir à ses côtés Scottie Pippen, Horace Grant, puis Dennis Rodman, tout ça drivé par un génie du coaching comme Phil Jackson, ce n'est pas rien. Du coup, comparons tous ces éléments à la situation de LeBron James. Comme on l'a dit, longtemps il a été esseulé à Cleveland, mais à Cleveland il n'a jamais réussi à gagner. Ses 8 finales de suite sont violentes, mais elles eurent lieu à une époque où le level de la conférence Est était bien faible. Tout ça, à première vue, ça ne va pas dans son sens. Ceci dit, je veux rajouter qu'en contrepartie, en 2016, entouré de Kyrie Irving et Kevin Love, il a sorti l'équipe avec le meilleur bilan de l'histoire. Niveau adversité, c'est lourd. Et même si on pourra dire que pour gagner, à chaque fois, il dut faire en sorte d'être accompagné, comme en 2010 avec Wade et Bosh, et cette année potentiellement avec Anthony Davis, cela demande une vraie capacité d'adaptation, de s'acclimater à tous ces nouveaux coéquipiers. Du coup, ne m'en voulez pas, je suis incapable de comparer les époques sur ce coup-là. Chacun de ces 3 joueurs a des choses qui vont pour lui, mais chacun de ces 3 joueurs a aussi des choses qui vont contre lui. Donc désolé, même si je sais que ces critères tiennent à cœur de beaucoup, moi perso je n'arrive pas à me positionner, je file donc 2 étoiles à tout le monde dans ces 2 secteurs. Arrive pour finir les côtés hors basket. LeBron, on a déjà fait un rapide tour de ce qu'il a fait de ce côté-là, et c'est plutôt ouf. Karim, lui, au niveau de l'influence sociale et culturelle, a eu plus de mal à percer. Même s'il a fait le méchant dans des films avec Bruce Lee ou obtenu un rôle dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, il a joué à une époque où la NBA n'était pas vraiment connue à l'échelle planétaire. Pour ce critère, je mets donc directement en dessous des 2 autres. Par contre, selon moi, pour ce qui est de l'influence sociale et culturelle, tu peux pas tester Michael Jordan. Quand on voit que ses chaussures sont encore celles qui se vendent le mieux dans le monde presque 20 ans après sa retraite, ça signifie beaucoup de choses. Le mec a été la première rockstar connue au niveau mondial de toute l'histoire du basket. Alors même si aujourd'hui LeBron fait énormément de choses, je trouve qu'il surfe aussi sur la vague que MJ a créée. Du coup, son influence socio-culturelle, je la trouve forcément un poil moins grosse, un poil moins iconique que celle du précurseur de cette mondialisation. Donc vous l'avez compris, de ce côté-là, ça fait 3 étoiles pour Michael, 2 pour LeBron et 1 pour Karim. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça se compense avec l'influence politique. Michael, même s'il fait des choses aujourd'hui, ne s'est jamais vraiment montré autant activiste que ses 2 comparses. Et oui, le gars a semblé toujours vouloir privilégier le business. Karim, lui, c'est l'inverse. Très impliqué dans le combat contre la lutte des classes et la ségrégation raciale, il est allé jusqu'à boycotter les Jeux Olympiques de 1968. Ça, c'est de l'activisme. Toute sa vie, et aujourd'hui encore, sa conscience politique a constamment semblé passer avant le basket. Pour moi, dans ce domaine, il est juste un exemple, et à l'échelle du sport de façon globale, seul Mohamed Ali me paraît pouvoir rivaliser. LeBron, lui, encore une fois, je le vois entre les 2. Pour ces raisons, je donne dans ce domaine 3 étoiles à Karim, 2 à LeBron et 1 à Michael. Bref, voilà pour ces 12 domaines, c'était long, mais pour moi, quand on parle du GOAT, tous ces critères sont essentiels. Et je dis bien pour moi, parce que par exemple, certains d'entre vous n'en auront rien à carrer de la conscience politique ou de l'activisme, et ça je peux le comprendre. Pareil, donner une note pour les stats cumulés et une autre pour la longévité, même si dans ma vision ce sont 2 choses distinctes, d'autres pourront penser que ça fait doublon. C'est bien là que se trouve toute la complexité des choses quand il s'agit d'élire un GOAT. Mais bref, il est temps de compter les étoiles, et là, 5, 8, 14, 17, boum, on arrive à 25 chacun. Une égalité totale. Super, je fais comment moi maintenant? Eh bien en vrai, je trouve ça trop cool. Ça montre l'impossibilité d'être objectif lorsqu'il s'agit d'élire le GOAT. Maintenant, je le répète, ce tableau ne détient pas la vérité. Ce truc veut à la fois tout dire et rien dire. Parce que oui, déjà la présence de chaque critère est discutable, mais aussi parce que chaque critère n'a forcément pas la même valeur. Pour moi, par exemple, le nombre de titres, le nombre de MVP, les records, les actions clutch, mais aussi tout ce qui se passe hors terrain, c'est primordial. Ça peut expliquer que dans mon top 100 all-time, j'ai mis LeBron en 3, Karim en 2 et Michael en 1. Ça, bien sûr, en tranchant au moment où je l'ai fait et sans aller dans ce monde hypothétique comme je l'ai fait aujourd'hui, où LeBron remporterait une 4ème bague. Par contre, soyons honnêtes, si vos critères principaux sont la longévité et la polyvalence et les stats cumulés, clairement LeBron est le GOAT, j'ai rien à dire là-dessus. Puis après, on peut mixer tout ça aussi. Donner un max de valeur au titre, aux awards, à la longévité, aux stats cumulés et à l'activisme politique, et boum, c'est Karim qui prend cette place. C'est drôle, non, en vrai, tout dépend vraiment de la façon dont on veut hiérarchiser les éléments que j'ai mis dans le tableau. Et y a pas une question générationnelle aussi? Bien sûr que si, forcément, certains de ma génération notamment maintiendront jusqu'à ce que mort s'en suive et quoi qu'il se passe dans le futur que le GOAT c'est MJ. Après, il a été vraiment le premier à faire connaître la NBA au niveau planétaire, le premier à signer des contrats aussi faramineux avec les marques, je peux les comprendre. D'autres, généralement plus anciens, défendront Karim coûte que coûte en affirmant que c'est lui le GOAT, en mettant en avant qu'en termes de level sur la durée, tu peux pas tester, et c'est vrai. Voir qu'il y a 14 ans d'écart entre son premier trophée de MVP des finales et son dernier, c'est un truc de malade. Enfin, et il s'agit souvent des plus jeunes, d'autres revendiqueront que c'est forcément LeBron James le GOAT parce que c'est le joueur le plus polyvalent de l'histoire. C'est vrai aussi. La vérité, c'est que tout le monde essaye de mettre un maximum de valeur aux critères qu'il arrange pour pouvoir défendre son beefsteak. You know what? Our steaks are good. Alors qui a raison? Eh bien tout le monde est personne.
personne, c'est avant tout une question de subjectivité et de sensibilité. Même si ce n'est pas une vérité absolue, on a souvent tendance à donner plus de valeur au mec qui nous a fait découvrir la NBA, au premier mec qui nous a fait rêver. Se rendre compte du level du passé quand on ne voit pas les choses en direct, ou encore changer d'avis lorsqu'on est passionné, c'est parfois compliqué. En vérité, il n'y a qu'une seule chose à dire. Ici, nous avons 3 joueurs de légende, tous différents, qui chacun aura énormément marqué son temps. Ok, je vois où tu veux en venir, mais quelque chose qui me dérange. Tu veux bien répondre à ta question du jour? Oui, allez, si tu veux, même si je viens justement d'essayer de démontrer que ça n'avait pas trop de sens. Pour certains, LeBron est déjà le GOAT, alors dire qu'il est en course pour le devenir, c'est un euphémisme, bien sûr qu'il est sur la voie. Par contre, affirmer qu'il sera un jour le GOAT universel, qui fera l'unanimité, c'est impossible. Les années passeront, d'autres joueurs arriveront, et les débats continueront. Il y aura les pour, il y aura les contre, chacun mettra en avant les arguments qui l'arrangent, ça se fightera, et ce sera cool. Parce que ouais, si on était tout le temps d'accord, on pourrait jamais débattre, et damn, qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Maintenant, est-ce que LeBron dépassera un jour Michael Jordan dans mon cœur au niveau du GOAT? Je dois être honnête, ce sera dur, tellement Michael semble avoir de l'avance dans les critères que j'aime mettre en avant, mais why not? Il est dans la course. Voilà pour ce qui est de ce sujet très touchy, sur lequel j'ai essayé d'être le plus honnête possible, voilà pour ce qui est de ce 25e Coast to Coast. Et vous, votre GOAT, c'est qui? Michael, LeBron, Karim, quelqu'un d'autre, Kobe par exemple? Dites-moi son nom en commentaire, mais pas la peine de trop argumenter non plus, j'aimerais éviter que ça finisse encore une fois en insulte. Pour suivre l'actu en mode playoff, vous le savez, c'est encore et toujours sur Basket Info qu'il faut aller. J'y fais tout plein d'articles en ce moment, et ça me ferait bien kiffer que vous veniez les lire, donc je vous mets toutes les infos pour nous suivre dans la description. Pour débattre avec la commu, au sujet de qui est le GOAT par exemple, et découvrir mes all-time teams, c'est sur Discord et Instagram que ça se passe, vous connaissez. Et pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche pour recevoir les notifications. Après, je le rappelle, on renseigne qui est son GOAT dans la section commentaires et on met un pouce bleu même si on n'est pas d'accord avec moi. Mais surtout, si vous débattez entre vous, faites preuve d'ouverture et n'oubliez pas que ça fait partie du jeu de ne pas avoir la même vision des choses. Je peux compter sur vous, à très vite.